Donc Christophe Genin, agrégé de philosophie, professeur à Paris 1 en philosophie de l'art et de la culture. Vos recherches portent notamment sur les croisements culturels dans le cadre d'une critique globale de la culture à l'ère de la mondialisation et de la numérisation. Et vous allez donc intervenir sur l'enquête comme méthode de connaissance, et en particulier pour saisir si elle se comprend nécessairement selon le schéma de la violence. Et vous portez attention notamment à la trouvaille, heureuse découverte, dites-vous, qui se présente sans violence ni préméditation. J'ai combien de temps Une heure, puisque, et puis on essaiera d'aller vite sur pour savoir. Mais Voilà. il faut que tu aies un temps normal. Je me calme. Très bien. Au pire, je téléphone à rester. Merci. Je suis très content d'avoir entendu les deux premières communications, ainsi que la troisième, mais parce que je pensais être hors sujet, puis finalement j'ai relevé des formules comme une intrusion plus violente, on les harcèle, une violence avec un pouvoir intrusif, et en particulier redevenir chasseur-cueilleur, c'est donc ce que je vais vous proposer dans ma communication. Bon. Dans les activités humaines fondamentales, les anthropologues relèvent deux paradigmes présumés ancestraux, la chasse, activité estimée virile, et la cueillette, activité estimée féminine. Ils traquent, perforent et versent le sang, elles ramassent, relient et expriment le jus. Peu importe que cette distinction remonte réellement au paléolithique ou au néolithique, ou soit même une fiction de savants peu au fait de tous les contre-exemples qui la contredisent. L'important est ici que ces activités nourricières forment la matrice de nos schémas de pensée, y compris les plus abstraits. Cela peut se voir par exemple dans la pensée de Heidegger, qui dans les années 30, dans sa grande période fasciste, relie l'existence à la chasse-protection, Schützen en allemand, d'où les Schutzstaffel, je vous rappelle, ou à la mise à découvert, Unschützen, avant d'analyser bien plus tard le logos sur le mode de la collecte et du recueil, passant ainsi du chasseur-tireur à la cueillette harmonieuse. Par un anachronique retour amont, pour paraphraser René Char, j'aimerais montrer la chasse comme une forme paradigmatique de l'enquête qui court en philosophie et en art, et la trouvaille comme sa mise en défaut, son envers. Dans la chasse, l'esprit est plein d'attention, de contention, orienté vers la cible à détecter, à débusquer, à capturer ou à abattre. Dans la chasse, l'esprit repère des traces, piste des signes, qui sont autant d'hypothèses sur la bête. Son identité, sa trajectoire, son poids, son âge, voire son état de santé. La chasse requiert de la ruse pour ne pas être détecté, une patience pour prévenir toute précipitation, comme une prompte célérité pour saisir l'opportunité et une adresse pour viser juste. Tout le vocabulaire aujourd'hui de la communication politique. Bon. L'enquête relèverait de ce paradigme de la chasse, tant les mots pour le dire sont communs. Investir un terrain, approfondir un milieu, identifier sa cible, prévenir les biais qui font que l'on se fourvoie, parer les faux semblants et les faux fuyants des enquêtés, être à l'affût d'un mot ou d'une idée, viser juste par des questions, travailler et retravailler les réponses, autant de métaphores. Tout d'abord, la métaphore du chemin. Suivre une méthode, celle-ci étant elle-même un chemin, rhodos en grec, au milieu duquel, méta, on procède. Trouver sa voie spirituelle, son parcours de réflexion, un itinéraire de pensée, s'affronter aux doutes qui nous laissent perplexes devant un aiguillage indécis, dubitare en latin étant l'hésitation entre deux voies, affirmer une démarche avec des étapes. Vous voyez tout ce vocabulaire donc que la pensée reprend à la marche ou à la flânerie, comme l'a rappelé à l'instant Aline. Bon. Comment la bonne enquête procéderait-elle? En suivant un circuit établi selon une direction définissable a priori et régulièrement suivie, devenue routine, ou en cheminant à bâtons rompus, hors des sentiers battus, hors des ornières, par des chemins détournés ou de traverse, à la rencontre de l'imprévisible. La méthode est-elle normative en tant que protocole anticipant ses modes d'exécution, ou stochastique en intégrant dans sa trajectoire des éléments d'aléa, détermination ou imprévisibilité? L'enquête constitue-t-elle parmi ses applications possibles ce qu'on appelle des œuvres à protocole, soit un ensemble de règles
qu'un ou plusieurs artistes prescrivent pour réaliser une œuvre, une performance, une action, l'emploi d'instructions ou de consignes permettant à l'artiste de faire exécuter son œuvre par un autre ou de la rendre reproductible à l'identique. Ou est-elle inversement un chemin de pensée où le pas lent du marcheur se laisse porter par le terrain, par ces accidents qui contreviennent aux figures déjà tracées? Plus encore, est-il possible de prendre ce chemin à rebours, c'est-à-dire de faire retour pour que l'enquête se réfléchisse, ou procède-t-elle nécessairement de façon linéaire de l'inconnu vers le connu? Ensuite, deuxième métaphore, après celle du chemin, c'est de la poursuite, selon le modèle de la chasse, justement. En vénerie, aller à la quête de signifie l'action de chercher la voie du gibier pour le chien, le quêteur étant le chien limier qui quête la proie. Le processus de pistage est la méthode de l'investigateur qui traverse, par exemple, la pièce de Sophocle Oedipe-Roi, où dès le début de l'enquête de justice pour trouver le meurtrier de Laios, Édipe se demande selon quels indices trouver le coupable, euretestai en grec, là où Créon pense qu'il faut enquêter, zétoumenon, pour faire une capture et contrevenir à toute fuite, voulant à ce moment-là lancer une chasse à l'homme. L'enquête, zetema en grec, menée par Édipe, va, d'interrogatoire en interrogatoire, identifier le coupable et le châtier avec violence, le roi étant bourreau de lui-même. Cette pièce est un tel modèle d'enquête qu'elle en devient le canon artistique des intrigues criminelles et juridiques, comme dans un film de Mankiewicz, Le Limier, ou un autre plus contemporain qui s'appelle La Faille, où l'enquêteur est l'enquêté et où l'assassin joue les victimes. La chasse n'est pas seulement une représentation artistique, qu'on trouve en peinture avec les natures mortes ou les scènes de chasse à courre, ou au cinéma, mais elle est le paradigme de l'intrigue juridique ou policière exposée dès le théâtre antique et courant, par exemple, jusqu'au cinéma contemporain. Plus encore, elle pourrait constituer généalogiquement le cérémonial artistique du sacrifice. La chasse, disait Jean-Pierre Vernant, est une des expressions du passage de la nature à la culture. Et bon nombre d'archéo-anthropologues, comme Anati ou Laure Blanchet par exemple, situent l'origine socio-économique de l'art et de ses représentations premières dans la chasse, cette dernière étant une condition prévalente, mais non exclusive, de l'art. La scène de chasse suppose un rituel avant, pendant et après elle. Ce rituel, par sa théâtralité et sa psalmodie, invoque les bons auspices des dieux, réitère la mimésis du pistage de la bête, l'enquête à proprement parler, et coordonne le sacrifice, parfois identifié comme l'origine de la tragédie. Cette représentation archaïque ressurgit encore dans Apocalypse Now de Coppola, quand le capitaine Willard doit tuer le colonel Kurtz, suivant une enquête militaire, menant lui-même une enquête de plus en plus confuse à mesure qu'il remonte le Mékong, le chasseur devenant par la suite la proie, avant de redevenir le meurtrier, la mise à mort du colonel étant mise en parallèle avec le sacrifice d'un buffle. C'est une scène extraordinaire dans le film, dans un jeu d'ombre et de lumière. Ainsi, au commencement de l'enquête serait une violence. Du moins, c'est ce que nous livre une généalogie du théâtre et ce que nous dit encore le mot. En effet, inquisita est dans le cadre d'une procédure juridique la mise à la question. La question est dans le cadre d'une justice des aveux expéditive le forçage opéré par le bourreau. L'inquisiteur soumet à la question, à la torture, pour identifier le coupable d'une situation déréglée, pour avérer une cause présumée. L'inquisition va jusqu'à la perquisition, forcer l'intimité de l'enquêté pour déceler des traces de culpabilité. L'enquête, et pardonnez ces jeux de mots, est entre le requis ou le prérequis, ce qui est nécessaire à la recherche, et l'exquis, au sens ancien de la douleur, d'une torture ou d'un supplice. Le cadavre exquis des surréalistes étant un terme quasi médical à ce moment-là. L'enquête est une mise à la question qui est elle-même une recherche, certes, mais une recherche de quoi? Nous sommes aujourd'hui accoutumés à penser l'enquête comme une recherche d'information, par exemple l'enquête d'opinion,
ou mieux encore de vérité, l'enquête policière pour identifier le coupable. Or, l'étymologie, ou plus exactement l'analyse des représentations pensées dans un vocabulaire ancien, fait apparaître que la question est avant tout recherche d'un gain par le biais d'une information, comme le collecteur d'impôts, le questeur, ou le notaire, pour identifier le titulaire d'un bien. Pour obtenir ce gain, tous les moyens sont bons, y compris la torture. La question. L'enquête est analogue au métier de bourreau. L'inquisiteur soumet à la question pour identifier le coupable, pour avérer une cause. L'enquête est une procédure. Elle suit un déroulement régulé, un rituel, qui commence par une interrogation et finit par une confession, un aveu, une reconnaissance. La bonne enquête est celle qui parvient à ses fins, qui constate que le réel est parfaitement adéquat à l'hypothèse la plus probable formulée. Un modèle d'enquête est cet interrogatoire entre un officier allemand SS et un paysan français qui ouvre Inglorious Bastard de Quentin Tarantino, sans élever la voix, toujours avec le sourire, qui alterne menaces et récompenses. L'enquêteur Hans Landa procède par cercles concentriques de plus en plus étroits jusqu'à conduire son interlocuteur à confirmer ses soupçons avant la soudaine et violente mise à mort de ses cibles. L'enquête cherche l'adéquation entre la chose et l'hypothèse et en ce sens relève d'un processus de vérité, prélude à l'acquisition d'un résultat. Comme procédure, l'enquête fonctionne a priori ou a posteriori. L'enquête empirique, quoique partant d'a posteriori, procède sur le modèle de l'exploration qui renvoie également à l'espionnage, exploratio en latin. Pénétrer en territoire inconnu pour reconnaître une situation afin d'agir en toute certitude. L'investigation est quelque chose de l'espion, vestigator en latin, qui scrute des traces pour identifier l'intrus. Une même traque du chasseur pour forcer la proie à se débusquer, comme dans un film d'espionnage récent qui s'appelle La taupe. Ceci n'est pas une question d'étymologie, mais un paradigme de la pensée. L'enquête comme méthode de gain de connaissances ne peut-elle se comprendre que selon le schéma du forçage, qui finalement est un petit peu ce qui était en filigrane dans les communications précédentes. Les récits policiers ou d'espionnage mettent en scène une course-poursuite, une chasse à l'homme, dont le forçage est la mise en œuvre méthodique d'une enquête préliminaire, d'un soupçon systématique. Ainsi qu'elle soit géométrique ou expérimentale, relève d'un même parcours pénétrant et invasif. La langue grecque pense en ce sens avec le verbe zétéo, qui a donné la zététique, qui est à rapprocher de zétros, le bourreau, celui qui inflige le châtiment. Je vais là faire une sorte de détour, mais d'ailleurs ce sera pour revenir au monde artistique à partir d'un travail sur les dialogues de Platon, en particulier le sophiste. Il est commun de voir produire dans l'œuvre de Platon une différence entre les dialogues dits diégétiques ou démonstratifs, d'ordre théorique ou pratique, et d'autre part les dialogues zététiques ou dialogues d'enquête, qui sont enquêtes du vrai et qui se subdivisent eux-mêmes en dialogues agonistiques, dont le combat cherche à réfuter par ce qu'on appelle l'anatreptique, et les dialogues gymniques ou exercices probatoires, eux-mêmes subdivisés, chez Platon c'est pratique, on coupe les cheveux en quatre toujours, eux-mêmes divisés en péirastiques, enquête d'opinion ou art de sonder les pensées, l'IFOP n'a rien inventé, et maïotique ou art d'accoucher les esprits. Et c'est là où j'aimerais bien sûr arriver pour trouver ma trouvaille. Bon. La dichotomie platonicienne fonctionne comme autant de bifurcations dont l'enquêteur ferme systématiquement une voie par un jeu de différenciation au sein de notions proches pour identifier pas à pas une singularité fixe. Ce parangon logique, géométrique, fonctionnant sur les connecteurs d'inclusion et ou d'exclusion ou, force une notion enquêtée à sortir de l'expérience confuse où elles se font pour être marquée du sceau de l'idée, le type. Dans le Sophisme, par une remarquable chaîne de dichotomie, Platon, sous couvert de deux personnages que sont l'étranger et Théétète, inclut l'art, la techné, du sophiste dans une sorte de chasse au gibier, dont le but est, par la capture d'une opinion grâce à la persuasion, d'obtenir un gain ou un salaire. Pour cela, la violence et la ruse sont de mise afin de capturer la proie.
Ce que dit encore, bien sûr, la formule latine « captatio benevolentiae », capturer la bienveillance en endormant l'esprit critique par des flatteries. Le sophiste est ainsi marqué comme une espèce de chasseur ayant l'appât du gain, capturant sa proie par le piège de la flatterie pour forcer l'obéissance. Mais les dichotomies de Platon sur le sophiste forment une enquête sur l'enquête. Cherchant à identifier une technique de chasse, l'étranger met en place une enquête, méthodos en grec ou zétomenen, qui procède par différenciation, selon une méthode comparative, par recensement des objets ou des usages, et mise en regard afin de débusquer le sophiste hors des barrières et obstacles derrière lesquels il se retranche. Vous voyez, là, il y a tout le vocabulaire de la chasse, être à l'affût, et puis en même temps aussi la proie va se protéger dans un taillis, etc. etc. Bon. L'enquête de Platon pose moins la question de ses procédures, en l'occurrence ici la dichotomie, que de sa finalité de son objet en regard du type de but visé par la pratique sophistique. Que chercher ? La vérité pour elle-même, ce dont se flatte le philosophe, ou un gain efficace, le sophiste, aujourd'hui on dirait le communicant. Pourquoi faire ? Délivrer la liberté de chacun, là encore ce dont se flatte le philosophe, bon, ou subordonner autrui par un mode de conditionnement. L'enquête philosophique du sophiste finit d'ailleurs comme un tableau de chasse, puisque les deux interlocuteurs conviennent que leur identification du sang et de la race du sophiste, rappelez, enfin, ce n'est pas de l'Adolf Hitler ici, c'est une citation d'Homère, le sang et la race, hein, c'est un emprunt à l'Iliade, permet enfin de l'attacher par des liens selon un vocabulaire de la capture. Ça y est, on a saisi le sophiste, et donc on l'a dans nos filets, on le tient, et il ne bougera plus. Bon. Donc vous voyez, il y a une enquête sur une enquête, et on va chasser le chasseur, en quelque sorte. Bon. Ce qui nous intéresse dans cette enquête socratique est l'argument employé pour identifier le sophiste, et par là même le ligoter. Platon inclut la sophistique dans l'ordre des productions. Celle-ci se subdivise en deux genres de productions parallèles, les productions divines, qui regroupent les objets naturels et leurs ombres ou leurs reflets, et les productions humaines, qui regroupent analogiquement la poétique, ou art des œuvres, et la mimétique, ou art des illusions. Or, c'est cette quadruple distinction qui va servir de base, dans un autre texte, dans le Ion, à l'enquête sur l'interprète poétique. L'enquête, à ce moment-là, le mot employé est skepsis, l'examen, et plus généralement sur les artistes, puisqu'on va parler des poètes, des peintres et des sculpteurs, pour savoir si oui ou non c'est un illusionniste. L'activité du poète est-elle divine ou humaine, vérace ou fallacieuse ? En quelque sorte, dans le Ion, on réapplique la chasse du sophiste, mais cette fois-ci sur l'artiste. Bon. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Bon. L'enjeu de cette nouvelle enquête est le suivant: identifier la cause qui rend compte de l'origine de la poésie et de l'origine de son interprétation par le rhapsode, et surtout de l'expertise dont un rhapsode peut se targuer sur les sujets abordés par le poète, pour savoir si lui-même est capable de mener une enquête sur les sujets qu'il déclame. Là, en quelque sorte, Socrate dit à Ion, très bien, tu prétends savoir des choses, mais je vais enquêter sur ce que tu sais. Et toi-même, as-tu mené des enquêtes sur ce qu'est capable de faire un médecin, ce qu'est capable de faire un cocher, etc. Et à chaque fois, Ion répond par son incompétence. Socrate relève donc trois causes possibles. La science, capable de fonder réflexivement ses savoirs. L'art ou la technique, capable de motiver ses procédures. Et la divinité, qui échappe au compte-rendu et relève de la transe. Les deux premières, donc la science et la technique, ou l'art, si vous voulez, peuvent bien relever d'une enquête sur la poétique dans la mesure où elles supposent un acquis, sont transmissibles et supposent que leur auteur est maître de lui-même, à tous ses esprits, emphron en grec, celui qui est dans le bon sens. Mais Ion ne tire pas ses connaissances d'une science, car il s'agit de savoir rapporter, répéter selon des oui-dire, et reconnaît lui-même n'avoir aucune compétence propre à un métier ou à une discipline. Tire-t-il son savoir d'un savoir-faire, d'une technique ? Guère plus, sinon il aurait une capacité à ce moment-là universelle, applicable à tous les cas de figure relevant du même genre.
alors qu'il n'est bon que sur Homère. Sur tous les autres, il est complètement nul. Bon, donc, alors c'est quelque chose qui intrigue, ça. Pourtant, il est capable de mesurer les effets de son art sur les spectateurs en vue d'obtenir un salaire, c'est-à-dire en vue d'obtenir un gain. Et il sait comment faire pleurer dans les chaumières. Alors, est-il alors un sophiste qui, par mimésis, conditionne son monde pour acquérir un gain en parlant de ce qu'il ne connaît pas? Donc là, c'est vraiment le climax du bouquin. Bon. L'enquête sur la poétique aborde alors une question décisive. L'interprète peut-il identifier dans l'œuvre dont il est le récitant les passages propres à un art de l'interprète qu'il pourra examiner et juger depuis ses propres compétences? En termes plus généraux et contemporains, l'artiste peut-il mener une enquête réflexive sur ses propres procédures? C'est ce que nous nommons justement aujourd'hui poétique, l'artiste enquêtant sur lui-même à partir de son travail. Or, cette maïeutique qui opère heuristiquement sur la plupart des interlocuteurs de Socrate, par un jeu de questions simples et de réponses de bon sens, n'aboutit pas sur Ion, dont les réponses restent aporétiques. Socrate n'a pas de mal à exposer à Ion ses contradictions. S'il affirme que l'interprète est compétent sur tous les points mentionnés par le poète, alors il s'attribue indûment des compétences qu'il n'a pas acquises et est donc un illusionniste. Mais s'il affirme qu'il n'a aucune compétence, alors on ne peut pas comprendre l'effet qu'il produit sur le public, effet dont Ion peut très bien rendre compte. Reste donc la troisième solution. L'interprète tire son savoir, ses effets de la divinité. L'art du poète et de l'interprète n'est pas une technique, mais, j'y arrive enfin, une trouvaille des muses, euréma en grec. En effet, l'enquête sur l'artiste aboutit à une dichotomie indécidable entre trompeur ou vérace, comme à une impossible enquête sur lui-même. La divinité est ici l'autre nom du délire poétique, et là, tout à l'heure, il y avait emphron pour ceux qui étaient maîtres d'eux-mêmes, et là, maintenant, c'est ekphron, celui qui sort du bon sens. Bon. Analogue à la transe corybantique ou bachique. C'est parce que Ion ne peut décrire ses procédures, mais seulement ses effets sur les autres, qu'il est inspiré par l'enthousiasme. Kant reprendra le même argument pour définir le génie, ingenium en latin, celui qui a le Dieu en lui, celui qui ne peut dire d'où procèdent les règles qu'il instaure. Cet enthousiasme est irréflexif, au sens où le poète ne peut faire le chemin à l'envers, mais il n'est pas aveugle. Ion identifie les deux passions qui le mettent en transe comme elles saisissent les spectateurs, la pitié et la crainte. L'effroi, phobos, devant le monstrueux, et le secours, éléos, au misérable, formerait ainsi le pathos qui nous sort de lui-même, dont la divinité serait à ce moment-là l'allégorie. Ça sera après, bien sûr, retravaillé par Aristote. L'inspiration présente donc une solution poétique à un problème artistique, comment représenter une destinée, et technique, comment séduire des spectateurs. Sans déduction absolue, comme si la solution était tirée donc point par point, mais par la mise en branle de deux passions antithétiques et solidaires, la répulsion pour le monstrueux et l'attraction pour le vulnérable. Hors de ce rapport de force entre la raison et le réel, la trouvaille est vue comme une heureuse découverte sans violence ni préméditation. Par extension, le mot désigne toute découverte inattendue et spirituelle. La trouvaille ne cherche pas, elle trouve. Elle relève d'un processus psychologique différent. Elle n'est pas l'opposé de l'enquête, mais son envers, au sens où, bien souvent, c'est lorsque la contention de l'enquêteur est bredouille, terme de chasse, que dans le relâchement de son attention, qu'une solution, qu'une association d'idées ou d'objets devient spontanément évidente. Ce n'est pas seulement une de ces occasions fortuites et fécondes, regroupées aujourd'hui sous le terme de sérendipité, car la trouvaille n'a rien d'accidentel et plutôt ce temps de relâchement. Comment cette modalité d'intuition sereine dans les processus cognitifs peut-elle opérer dans le champ esthétique? En quoi la trouvaille peut-elle être une forme d'enquête, donc une affaire de démarche, alors que toutes ces propriétés semblent y contrevenir? Improvisé versus prémédité,
flâner versus circuiter, laisser advenir versus forcer. Surtout, le rapport au temps est profondément différent. Autant l'enquête prend son temps avec cette patience de la pensée, autant la trouvaille est dans l'immédiat. Il ne s'agit pas d'une procession ordonnée, mais d'un libre jeu de l'esprit, rebelle à tout ordre programmatique. La trouvaille semble avoir pour principe d'action d'installer plutôt que de construire, c'est-à-dire de partir de l'existant pour en révéler les potentialités, pour en dériver, plutôt que d'imposer une idée préconçue du spectacle. Quand Brunelleschi cherche, il fait une construction théorique et technique, la tavoletta, pour transposer un modèle mathématique d'optique en ordonnance du champ de vision picturale. Quand Picasso trouve, il ramasse une vieille selle de vélo, un guidon rouillé et les assemble d'un geste en tête de taureau avant même que le regard ait pu anticiper leur combinaison inédite. Ce remploi est bien une démarche corollaire de la trouvaille, au sens où l'objet trouvé au hasard des rencontres suscite, grâce à l'imagination comme faculté de synthèse, une illumination de l'esprit comme idée trouvée par bonheur sans y penser. Comment produire un ordre de recherche et des repères dans ces turbulences de la création, ou faut-il se contenter de suivre passivement le cours de ces énergies librement répandues? Comment mettre à nu les opérations, notions, processus et concepts qui sont au fondement d'une démarche artistique, pas seulement par un témoignage de parcours, mais bien par un démontage d'une pensée poétique ou plastique? Ce sont là les limites de l'enquête réflexive que la trouvaille vient outrepasser par l'allégorie du divin. La trouvaille donne à voir, elle n'est pas orientée par la recherche de l'effet, de l'efficacité qui veut que l'enquête aboutisse, mais elle est la mise en évidence de ce qui est déjà là, sous les yeux mais inaperçu, comme une combinaison de jeux d'échecs que la déduction ne voyait pas, mais que la synthèse de l'imagination vient activer. L'une démontre, l'autre montre. L'enquête a besoin de distance, là où la trouvaille est dans le rapprochement. Autant l'enquête semble relever d'un parcours, donc d'une suite ordonnée de temps de réflexion et d'action, autant la trouvaille semble sensible au cours des choses qu'il s'agirait d'accompagner pour en révéler et concrétiser les potentialités dans un passage de la puissance à l'acte. Elle relève d'une démarche opportune, attentive au kairos, non seulement le moment propice, mais surtout la circonstance favorable, la notion de circonstance, tout ce qui se tient autour, englobant tout le contexte de production et de réception de l'œuvre, tant la singularité de l'espace, exigeant une présentation ad hoc, effectivement dédiée à la rencontre même, que la particularité d'une ambiance liée à la vie économique, sociale et politique. Balzac nous donne quelques pistes et indices dans la théorie de la démarche. Le romancier relevait dans son essai 3 âges de la pensée, la conception, ou le premier jet plein de verve, puis la lassitude d'une fréquentation fatigante, enfin la reviviscence d'une pensée mûrie. Ces 3 âges sont interprétés par Balzac comme 3 formes de surprise de soi par soi. Le créateur est surpris par un premier jet, surpris de se lasser d'idées ressassées qui tombent dans un abîme, puis surpris d'un vif retour d'une pensée initiale, mais accompli en théorie par des années de maturation. Quelle est donc cette démarche à rebours, cet anadrome qui refait le circuit à l'envers pour remonter à la source de son inspiration? C'est ici la différence entre une théorie poétique, comme celle de Hölderlin, Valéry ou René Passeron, qui engage une zététique de l'esprit créateur sur lui-même dans une sorte de schizophrénie, et une heuristique de cette démarche balzacienne, qui, après l'impulsion initiale, admet un temps d'errance avant que l'illumination se fasse d'elle-même. C'est exactement ce que j'ai calculé. Toute la difficulté est alors de réfléchir cette pensée pronominale, que j'emprunte à un collègue, mais qui était un collègue et un poète très peu connu, qui était Claude Courteau. Bon, la pensée pronominale, l'œuvre se fait, se révéler à soi-même, est permissive, laisser advenir, laisser taire. Peut-être faudrait-il revenir à la sagesse des Grecs, qui, sous le nom de démon, pensaient non pas l'orgueil démesuré de celui qui se prend pour un génie,
mais le lot reçu en partage. Daiomai signifiant partager. Le démon est l'hypothèse impersonnelle qui désigne ce qui nous permet de trouver, d'inventer, de l'inédit, sachant que ce lot est à la fois la gloire de l'artiste comme son indépassable limite. Ce démon révèle toute une ambivalence. Il montre que la trouvaille est un expédient de la raison pour tenter de nommer une provenance de l'œuvre là où l'enquête patine. Mais si l'enquête philosophique n'aboutit pas, c'est que l'artiste est à l'image de Prothée, un être polymorphe qui, sous la force, sait échapper à la capture en se métamorphosant. Cette versatilité est une ruse qui veut faire croire que l'artiste peut tout être, mais qui montre de fait qu'il n'est rien en particulier. Comme le note Socrate, Ion est génial sur Homère, mais nul sur Archiloque. Il est génial comme interprète, mais nul comme médecin. Trouver est une chose, mais se trouver en est une autre. Le démon, en quête pour se trouver lui-même, suit donc son chemin. Connais-toi toi-même. Je vous remercie.